Alors, bonjour à tous. Excusez-moi, je suis un peu malade. Donc, je suis Patrice Weisheimer, je suis co-secrétaire général du syndicat de l'éducation populaire. Et alors, je m'excuse tout de suite parce que, en fait, comme il y a eu une annulation hier, Marie m'a dit, écoute Patrice, est-ce que tu peux préparer une intervention pour demain? Donc, je dis, bien sûr, Marie, on est en plein congrès, il n'y a pas de souci. Et comme ce soir, en plus, il n'y a que soirée œnologie, ça va bien se passer. Donc, j'ai préparé dans ces conditions-là. Et, euh, et en plus, Marie s'est dit, voilà, il manque quelqu'un du FONGEC, donc il faut quelque chose d'un peu sexy pour attirer l'attention des gens. Donc je te propose d'intervenir sur le droit public européen et les SIEG. Du coup, ça va vraiment capter l'attention. Et puis du coup, elle me dit, en plus, tu vas intervenir vers les 11h15, au meilleur moment de la courbe d'attention. Donc ça va très très bien se passer. Voilà, donc j'arrive. Donc je vois que vous êtes au top. Donc, du coup, je vais je vais vous demander de m'aider à un moment pour être sûr que tout le monde a bien capté ce truc super simple à comprendre, qui est le SIEG, le service d'intérêt économique général. Euh, alors, pourquoi est-ce qu'on parle de ça alors qu'on est sur une conférence débat sur les associations? Je vais reprendre ce que disait Jean-Marie tout à l'heure. On observe un certain nombre de tendances, mais c'est une étude qui date de 2014, donc ça fait déjà quelques temps que ça bouge, etc. Euh, Vous savez tous que 70% du droit français est issu du droit européen. Et ce ne sont finalement que des transpositions. Et sur ce qu'on observe aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui relèvent de ce qui s'est passé là-haut, à Strasbourg et à Bruxelles. Et on va essayer de capter ce truc-là pour voir en quoi ça a produit des changements, mais en quoi aussi aujourd'hui il y a d'autres alternatives possibles. Et pourquoi service public alors qu'on est dans quelque chose qui relève des associations? Parce que Euh, en France, il y a une tradition historique de délégation de services publics auprès du secteur associatif ou de prise en charge de problématiques d'intérêt général par le service associatif au regard de besoins sociaux exprimés. Il y a un problème, on est dans les années 70, le taux de féminisation de l'emploi est extrêmement faible, les premières femmes commencent à travailler, comment on fait pour s'occuper de la garde des enfants, des femmes se regroupent, on crée des crèches parentales, etc. etc. Donc des besoins sociaux et le secteur associatif s'en empare, les gens se réunissent, créent une association. Et on s'inscrit donc dans une notion d'intérêt général et de service public, peu importe par qui il est mis en œuvre. Sauf que, en Europe, juridiquement, le service public n'existe pas. Juridiquement, c'est une exception au marché. Une autre conception sur le plan juridique. Et comme l'Europe est extrêmement démocratique, qui décide de la réglementation sur le service public? C'est la Direction générale de la concurrence au sein de la Commission. Donc c'est des gens qui ne sont pas élus, qui sont nommés, et en fait qui font ce qu'ils veulent. Ils peuvent produire de la norme sans demander l'avis du Parlement, sans demander l'avis du Conseil des ministres, des États. Ce qui s'est passé du coup, c'est qu'à partir de 2007 de mémoire, un certain nombre de députés européens se sont dit mais c'est pas possible, on ne peut pas les laisser fonctionner comme ça. Alors la DG disait mais attendez, non, non, nous quand on produit la norme, on demande à des lobbies de venir nous dire ce qu'ils en pensent. Sauf qu'ils choisissent les lobbies à qui ils vont poser la question, donc c'est souvent un peu dans le sens de la réponse qu'ils ont envie de fournir. Donc l'intergroupe service public qui s'est constitué, en gros, c'est construit dans une forme de rapport de force en disant nous aussi on va consulter des lobbies qui ne sont pas forcément sur les mêmes logiques. Et ça nous donne la possibilité d'interpeller la DG Concurrence dans la construction du droit européen sur les questions de service public. Sauf que on est sur une construction en droit négatif. C'est-à-dire que sur toute la production de texte, on ne va pas dire voilà ce qu'est le service public, voilà comment il faut le mettre en œuvre. On va être sur une démarche inverse. Tout ça démarre avec l'arrêt Altmar, c'est-à-dire que la première chose un peu forte qui rentre en ligne de compte, c'est de la jurisprudence. C'est-à-dire qu'à un moment sur la question du financement auprès d'un opérateur privé, c'est un arrêt qui va définir une première étape de réglementation un petit peu forte en 2003. Et puis après, il y a eu un temps politique fort, dont un certain nombre de mouvements politiques se sont emparés. Vous vous souvenez peut-être de la fameuse directive Bolkestein, du nom du commissaire Bolkestein, qui à un moment a souhaité réglementer les services
Et donc, c'est poser la question, mais quelle est la frontière entre les services qui relèvent du secteur privé et les services qui relèvent du secteur public? Et est-ce qu'on ne va pas vers la privatisation d'un certain nombre de services publics? Donc ça a fait l'objet d'un certain nombre de campagnes, c'était le début aussi des réseaux sociaux où ça commençait un petit peu à bouger. Donc dans l'imaginaire collectif, il y a ça. Ensuite, le paquet Monticross, qui commence à structurer un petit peu plus juridiquement. Et enfin, le paquet Almunia du 20 décembre 2011, où le paquet Monticross a amené, dans un certain nombre de cas de figure, à une obligation pour les financeurs publics de mettre en concurrence les acteurs associatifs. Donc c'est la règle des appels d'offres. Donc ça tue, d'une certaine manière, l'initiative associative. C'est je finance, je dis ce que vous faites. Ah, vous faites pas ça aujourd'hui? Ah ben non, il faut faire ça, sinon je vous finance pas. Donc ça pose même la question de l'objet associatif, puisque ce n'est pas l'association qui a l'initiative d'un besoin social, c'est la puissance publique par le financement qui détermine quelles doivent être les actions des associations. Le paquet Almunia amène une petite inflexion là-dessus et permet à l'initiative de l'association, par le biais de la règle des minimis, etc., etc. Je ne vais pas vous perdre tout de suite, donc on en parlera peut-être plus tard. Mais en gros, redonne la main aux associations dans un cadre juridique bien déterminé. Sauf qu'à l'époque, la circulaire Fillon qui vient transposer ça est mal comprise en France, et un certain nombre de collectivités pensent qu'elles n'ont pas le choix et qu'elles doivent mettre en concurrence. Celles qui comprennent la circulaire de transposition se disent oula, c'est quand même dangereux parce que si on se plante sur la subvention, sur l'arrêté, on va se faire retoquer par la Commission européenne, donc juridiquement c'est pas safe, donc on va continuer à mettre en appel d'offres et on va leur dire que de toute façon ils n'ont pas le choix. Est-ce que vous êtes toujours là? Oui? Ok. Bon, je continue alors. Alors c'est maintenant que j'ai besoin de vous. Pour être sûr que vous êtes vraiment là, alors les gens qui sont là et puis même ceux qui sont sur Facebook derrière, la dizaine qui nous suit pour le moment, je vous propose de lever la main à chaque étape et dès que vous avez capté, vous pouvez baisser la main. C'est une manière de ne pas être discriminant parce que si on perd des gens dès le départ, il va y en avoir de plus en plus. Et voilà, la discrimination, nous on essaye de lutter contre. Et puis ça me permet de voir si je suis plutôt pédagogue ou pas. Alors, première étape, je vous propose de lever la main. Donc, sur la notion de service public européen et sa cartographie, on a ce qu'on appelle des services d'intérêt général. Donc c'est le grand carré, à l'intérieur duquel il y a trois catégories différentes. On a au milieu les services sociaux d'intérêt général, qui sont scindés en deux, avec ce qui relève de l'économique, vous voyez en haut à gauche, et ce qui relève du non économique. Ce qui fait qu'on a finalement des services non économiques d'intérêt général et des services d'intérêt économique général. Le non économique, pour faire vite, c'est le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de la Justice. En gros, c'est le service public qui est géré en direct et qui est gratuit pour le citoyen. Et de l'autre côté, c'est quand le service public peut être rendu par un opérateur privé. Ça va être une association, ça va être un opérateur qui va gérer les autoroutes, etc., etc. Manifestement, ça n'est toujours pas suffisamment clair. Vous n'avez pas le droit de mentir. Hein. Si vous baissez la main et que vous n'avez pas compris, c'est de la tricherie. Donc, qu'est-ce qui n'est pas clair? Je suivais. Ah, d'accord. Je voyais une main, pardon. Ok. Donc sinon, d'accord. Donc c'est manifestement à peu près clair pour tout le monde. On va aller un petit peu plus loin, donc je continue. Donc je vous propose de continuer à lever la main. Donc là, c'était l'exemple service public régalien, ministère de l'Éducation et de la Protection sociale. Et là, un exemple, donc c'est une colo gérée par une association, subventionnée par une commune, mais gratuit pour les habitants. Donc à partir du moment où il y a gratuité, on est dans le non économique d'intérêt général. Ou l'accueil périscolaire géré par une collectivité et gratuit pour les usagers. Je vous propose de lever la main. Parce que ce serait trop simple si on restait là. Et en fait, dans les SIEG, il y a toute une typologie de SIEG différents. Services d'intérêt économique général. Il y a un SIEG qui a l'initiative d'une collectivité, une concession. Par exemple, la gestion des autoroutes. Donc, on est sur l'intérêt économique général, c'est-à-dire un opérateur qui met en œuvre, mais c'est l'initiative de la collectivité.
c'est la puissance publique qui dit moi j'ai envie de mettre ça en place. Ah, les autoroutes, non, on va donner ça à une boîte, je leur donne de l'argent, ils le gèrent, etc. Sûr? Ouais. Ok. Je vois plus de main. Ok. Je vous demande de lever la main. Deuxième exemple, initiative de la collectivité. Mais cette fois, donc c'est le cadre juridique de la dérogation à l'article 107 du traité de fonctionnement de l'Union européenne. Là, on est dans quelque chose qui ne va pas relever forcément de l'intérêt général, puisqu'on est sur une activité économique, exemple Airbus, mais dans le cas des politiques publiques économiques nationales ou européennes pour le coup, on considère à un moment qu'il doit y avoir une aide à un secteur en particulier parce qu'il va développer de la logistique, du transport et que pour l'économie, pour les citoyens, c'est intéressant. Et c'est une petite exception sur laquelle il peut y avoir de l'argent public qui peut donner à un opérateur privé qui va faire du bénéfice. Ok. Je vous propose de lever la main. Là, on est sur l'initiative d'une collectivité. Financement public sous forme de compensation d'obligations de service public. Prenons l'exemple de l'Allemagne. On nous dit toujours qu'il faut suivre le modèle allemand, Deutsche Qualität, là-bas ils savent faire, et puis regardez leur taux de chômage quand même. Bon, on ne parle pas des problèmes sociaux. Bref, suivons le modèle allemand. Donc en Allemagne, ils ont décidé que la petite enfance relevait de l'intérêt général. La gestion de la petite enfance, sur le plan éducatif, ça doit relever de l'intérêt général et on ne doit pas permettre à des opérateurs privés de faire du bénéfice là-dessus. Et donc, ils ont requalifié le secteur de la petite enfance en SIEG dans le cadre de ce qu'on appelle le financement public sous forme de compensation d'obligations de service public. C'est-à-dire que sur ce secteur-là, il doit y avoir une compensation d'obligations de service public. En France, ça n'est pas le cas. C'est pour ça qu'on a des crèches privées associatives ou enfin pas associatives pour les coups, des crèches privées, des entreprises qui font du bénéfice sur la garde de nos enfants. Ok. Et j'en ai un dernier, donc je vous demande de lever la main. Donc dans le cadre des SCIEG, il y a la quatrième possibilité qui est on s'inscrit, règle des minimis, initiative de l'association, et donc il peut y avoir une subvention, maximum 500 € sur 3 ans. Donc voilà, c'est ce que souvent on connaît un petit peu dans le secteur associatif. Pardon? 500 euros. J'ai dit quoi? 500 euros. 500 000 € sur 3 ans, pardon. Oui, voilà, on ne le voit pas, c'est un peu caché en dessous. Donc oui, c'est en gros quand vous faites une demande d'association, une demande de subvention en tant qu'association, on s'inscrit dans ce cadre-là. Ok. Je vais arrêter de vous embêter maintenant avec la main, tout ça. Ça, c'était vraiment la slide importante. Si vous captez ça, vous capterez tout le reste. Mais pour le coup, c'est vrai que c'est un peu complexe. On pourrait rentrer dans les détails du droit, mais globalement, voilà, ça me paraissait vraiment important, en cette période de courbe d'attention un petit peu complexe à gérer, qu'on puisse le faire ensemble. Maintenant, où se situe le financement public? Si on reprend notre schéma, il peut se situer donc ici, à l'intérieur des SIEG, donc il y a 4 formes de financement possibles, mais il peut aussi se situer à l'extérieur. Il existe encore des formes de financement vers le secteur privé, sur certaines dérogations. Et donc, le syndicat de l'éducation populaire, aujourd'hui, s'est positionné là-dessus en disant, nous, on demande une requalification du secteur jeunesse éducation populaire. Alors, on n'est pas sur l'ensemble du champ de la vie associative, pour le moment, on est là-dessus, à l'image de cette histoire que je vous ai racontée sur la petite enfance en Allemagne. Et il est possible de demander à ce que ce soit requalifié en SIEG ou en SNIEG. Nous, notre analyse aujourd'hui, c'est que c'est peut-être un combat gagnable sur le SIEG. Pourquoi? Parce que la majorité politique gouvernementale et parlementaire ne s'inscrit pas forcément dans une volonté de nationaliser, de municipaliser un service public GEP. Parce que si on est sur du SNIEG, en gros, la logique, elle est là. Avec la spécificité des séjours éducatifs de mineurs qu'on verra tout à l'heure dans le cadre d'une autre intervention. Parce que la circulaire Valls du 29 septembre 2015 introduit que les associations organisant des services de garde d'enfants et d'inclusion sociale peuvent relever des SIEG. Donc on s'inscrit bien dans un accueil éducatif de mineurs et qu'aujourd'hui il y a une circulaire qui traite de ça. Peut-être juste en filigrane, au moment où il y a eu la directive Bolkestein dont on parlait tout à l'heure,
et encore plus en décembre 2011. La logique à travers le paquet Almunia, c'était de dire maintenant, il relève à vous, chaque État, de déterminer ce qui doit être un SIEG, un SNIEG. Les États, pour la plupart, ne l'ont pas fait, la France ne l'a pas fait. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est dans une espèce de flou. Et on pourrait avoir, pour le coup, on est toujours à critiquer l'Union européenne, là, il y a peut-être un levier en termes de requalification qui nous permettrait d'avoir plus de droits, et particulièrement sur la question du financement. C'est pour ça que nous, on est aujourd'hui sur cette logique de reconnaissance-là, et de dire, lorsqu'on s'inscrit dans la jeunesse, l'éducation populaire, et encore plus lorsqu'on s'inscrit dans les accueils collectifs de mineurs, on ne peut pas faire de bénéfices là-dessus, c'est pas possible. C'est un acte éducatif, et ça doit relever de la puissance publique, qu'elle le dirigeant propre, ou que ce soit en délégué avec le secteur associatif. Et donc aujourd'hui, nous on demande cette requalification en SIEG plutôt qu'en SNIEG parce que on souhaiterait aller vers la petite case obligation de compensation de services publics par acte de subvention sur un objet. Et enfin, parce que la qualification en SIEG permettra, donc dans le cadre du financement par compensation de services publics, permettra la reconnaissance d'obligations de services publics telles que l'universalité, la continuité des services publics, la non-discrimination, l'accessibilité et des compensations de services publics. Et ça, la circulaire Weiss prévoit que dans le cas de qualification de ce type-là, c'est pour 10 ans. Donc ça permettrait au secteur associatif sur 10 ans de se dire, ok, on est dans cette case, peut-être qu'il y aura une alternance politique à un moment donné, mais sur 10 ans, on est dans cette case et donc il y a cette possibilité. Concrètement, ça pourrait sécuriser pour un secteur la question du financement public. Pour les associations, nous on demande ça pour le secteur GEP. Après, voilà, on n'a pas vocation à intervenir pour l'ensemble de la vie associative, puisqu'aujourd'hui, nous, on est un syndicat qui représente les personnels dans ce secteur-là. Et comment ça se traduit pour nous? On a lancé depuis 10 ans maintenant un projet de loi cadre sur l'éducation populaire. Priorité en 5 axes majeurs. On observe que dans certains pays, alors peut-être celui le plus récent où ça s'est mis en œuvre, c'est la Belgique, où à un moment, une loi sur l'éducation permanente, ils l'appellent comme ça là-bas, a permis de repositionner un secteur associatif en complémentarité de la puissance publique et avec une vraie reconnaissance et des clés de financement liées. Le syndicat d'éducation populaire UNSA est sur cette position-là en disant il faut qu'on ait la même chose en France. On a régulièrement à chaque campagne, alors si je déborde trop tu me le dis parce que là je gère plus du tout l'heure, hein. Il faut m'arrêter. Ouais, 5 minutes, oh, facile, ok. Donc oui, à chaque campagne présidentielle, on va voir tous les candidats et on leur parle de ce projet-là. Bon, vous avez pu constater que ça n'a pas eu beaucoup d'écho, hein, puisque ça ne s'est pas traduit en projet de loi jusqu'à présent, mais nous on dit qu'un combat qui est mené, un combat qui aboutit, et s'il n'est pas mené, il n'aboutira jamais. Donc on continue. Et depuis cette année, on a organisé donc, le 20 avril l'anniversaire de l'éducation populaire, puisque tout le monde le sait, le 20 avril c'est la naissance de Condorcet, hein, qui est un peu un des pères fondateurs de l'éducation populaire. Donc on va tous les ans mettre la question de l'éducation populaire sur la table auprès des députés, des sénateurs du gouvernement. Un certain nombre de députés, avant l'été, étaient assez attentifs à ce que nous proposions. Et donc, je ne vais pas décliner les 20 propositions, les 21 propositions, simplement la numéro 1. Donc, le secteur GEP doit être requalifié en SIEG dans le cadre d'un projet de loi. Il faut que ce soit un acte juridique de niveau législatif pour qu'ensuite, il puisse y avoir une déclinaison sur le plan réglementaire. Voilà en tout cas notre analyse à la fois juridique et comment nous on porte ça aujourd'hui. Il y aura tout à l'heure un autre échange où on zoomera sur la question des colonies de vacances qui est un peu au cœur de l'actualité en ce moment, et pour voir comment à un moment vous en tant qu'acteurs associatifs, en tant qu'élus locaux, vous pouvez vous emparer de cette question-là sur votre territoire. On n'a pas besoin d'attendre une loi, il y a déjà des choses qui peuvent se mettre en place sur le territoire. Mais là, je suis en train de déborder. Merci.